Bienvenue à Virage. Aujourd'hui, à l'émission, on fait l'essai du tout nouveau Hyundai Palisade version XRT Pro qui a subi plusieurs modifications. On vous présente ça dans un instant. Marc Bouchard est allé s'amuser avec la toute nouvelle Corvette E-Ray. Est-ce que l'hybridation dans un véhicule sport comme ça en vaut la peine? Marc nous en parle un petit peu plus tard. On s'est entretenu avec Richard Pelchat de Silverwax. Également, beaucoup de nouvelles de l'industrie. Et à la fin de l'émission, on répond à vos questions. Tout cela à Virage dans un instant. Virage Auto est propulsé par IA Assurance Auto et Habitation. Avec moi aujourd'hui à l'émission, Jacques Bienvenu et Marc Bouchard. Salut, messieurs. Salut, Daniel. Ça va bien? Merci, oui. Alors, bien content de vous avoir encore une fois cette semaine. On va parler du Hyundai Palisade version X Pro, XTR Pro. Donc, X Pro, c'est Kia, mais chez Hyundai, c'est XTR Pro qu'il faut dire. Et cette année, le Palisade a quand même eu plusieurs changements importants. On dirait un changement de mi-cycle, mais on est allé un peu plus en profondeur. Esthétique intérieure, extérieure, motorisation aussi, qui a passablement changé, et une nouvelle version. Marc, tu es arrivé avec ce véhicule-là. T'en penses quoi des changements de ce véhicule? C'est ça qui me fait sourire parce que je sais à quel point nous sommes en désaccord profond sur le look du véhicule. On nous a envoyé toute qu'une couleur. Je veux pas, je voulais pas embarquer là-dedans tout de suite, mais... Moi, j'adore la couleur bronze mat de notre véhicule en studio. Bien, c'est ça qui me fait peur. Que t'adores ça. Ça me fait peur un peu, mais en tout cas. C'est le fun, c'est correct. Je me sens tellement, en tout cas, apprécié, tu sais, quand ton jugement fait partie des... Bref, j'aime beaucoup la... Honnêtement, je m'attendais à détester cordialement la partie avant. Je vais être honnête, parce que quand je l'avais vu sur les photos, je trouvais que ça avait une drôle de stature. C'était vraiment particulier. Or, j'ai trouvé ça vraiment pas si pire que ça. Et le soir, quand on l'illumine, c'est particulièrement réussi. Je trouve qu'on a vraiment fait un beau travail. Et je le répète, là, j'étais le premier à dire que c'était une horreur sans nom quand on le regardait sur les photos. Alors qu'au contraire, quand on le voit en vrai illuminé, je trouve que c'est très réussi. Élément particulier, alors qu'il est très carré, il a l'air quand même très massif, hein, assez musclé, surtout qu'on a la version un peu surélevée parce que c'est supposé être la version hors route, même si mécaniquement, il n'y a pas de changement. C'est le véhicule le plus aérodynamique de la famille. Ce qui est particulier, on est passé d'un 0,33 à 0,31 de coefficient de friction avec ce véhicule-là, ce qui est surprenant, mais il faut dire qu'on a fait un peu comme on l'a fait avec le Ioniq 9, on a joué avec différents éléments. Entre autres, les volets amovibles en avant qui bougent pour limiter la friction, la partie avant qui est vraiment toute plate, donc ça permet encore une fois de permettre un écoulement du vent facile. Donc, dans l'ensemble, on a un véhicule qui est très aérodynamique. Ça permet d'améliorer l'insonorisation aussi. Et c'est là que je voulais en venir, c'est qu'on a maximisé l'usage de matériaux insonorisants, puis en plus, il y a moins de bruit de vent. Donc, on arrive avec un véhicule qui est intéressant. Moi, j'ai fait de l'autoroute avec, et honnêtement, un véhicule qui se comporte très, 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 très bien. Tu le dis, changement à l'intérieur, mais on n'est pas dans quelque chose de totalement nouveau. On a repris un peu tous les grands traits classiques, sauf qu'on a maximisé l'espace. C'était ça. En fait, la raison de ce changement-là cette année, puis je vais laisser Jacques parler de la motorisation, là, mais la grande raison du changement physique cette année, c'était de maximiser l'espace intérieur pour s'assurer qu'on avait plus de dégagement, un peu moins de coffre cargo que la plupart de ses compétiteurs. On parle de 540 litres, ce qui n'est pas très grand quand la troisième banquette est relevée. Évidemment, c'est un 7 passagers. On peut abaisser la troisième. Mais l'espace aux deux premières rangées est exceptionnel.
On a des sièges en avant avec les fameux Ergo Motion, des sièges donc qui se replacent. C'est 7 poches d'air différentes qui bougent après 1 heure ou 2 pour vous permettre d'avoir une meilleure position de conduite. Le siège qui s'incline de façon vraiment incroyable. Il y a vraiment beaucoup de confort à l'intérieur. Donc, je pense que c'est surtout ça la clé. On a vraiment joué le dégagement intérieur, le confort. Puis après ça, on pourrait amener la liste des technologies parce qu'on en a rajouté des tonnes. On ne l'a pas nécessairement sur celle-là, mais sur la version calligraphie, écoutez, vous avez une dashcam qui est intégrée. Vous avez bien sûr le système d'infodivertissement Apple CarPlay, Android Auto qui est de série. Vous avez le petit coffre avec les rayons UV pour désinfecter ce que vous voulez mettre dedans. Je ne sais pas trop ce qu'on y met, mais bon. Ils disent qu'il faut désinfecter son cellulaire de temps en temps. Probablement ça. C'est ça. Mais tu sais, tout ça pour dire qu'on a vraiment misé beaucoup sur la technologie, mais ce qui est vraiment frappant, c'est l'espace intérieur qui est absolument incroyable. Hey, c'est une belle description de tout ce qu'il y a à bord de ce véhicule-là. On réalise comment est-ce que les Coréens peuvent travailler pour rendre un véhicule qui n'est pas nécessairement aérodynamique, là, que tu réussis à amener ça à 0,31. Moi, je trouve que la frappe de vent frontale est massif et grosse. Quand je suis debout à côté, j'ai ça qui me va sous les bras. Et j'ai trouvé ça, moi, encombrant, il me semble. Je me dis que si j'avais ça dans un stationnement un peu serré, des condos, etc., ça serait un petit peu difficile, mais il faut que ça prenne des gens qui ont fait ça. J'imagine qu'ils l'ont regardé là, avant, puis ils ont une bonne idée de ce que ça va donner. Faut besoin d'espace. Oui, besoin d'espace. Mais je suis obligé de vous dire qu'en termes de dimension, à proprement parler, notamment au niveau de la largeur et de la hauteur, on n'est pas très loin du Santa Fe, là. Fait que on est chez Hyundai, on aime les grosses affaires. Là. Sans commentaire sur moi, Daniel, avant que tu en fasses un. Mais je trouve que le Santa Fe est quand même un petit peu plus étroit. Il me semble que, à mon goût, moi, le Santa Fe est vraiment le véhicule qu'il y a chez Hyundai. Alors, c'est un véhicule qui est le XRT Pro, comme les autres, qui est fabriqué en Corée du Sud. Et on parle de 2e génération. C'est un véhicule qui est sorti l'année dernière, jusque le XRT Pro est arrivé cette année. C'est nouveau, cet habillage-là. Et le Pro, bien, on l'entend dire chez Toyota ou ailleurs. On dirait qu'on a trouvé un mot et que là, on essaye de l'habiller. C'est vendeur. Oui, on essaye de l'habiller. l'habiller. Est vendeur. Alors, l'apparence est robuste. On ne peut pas cacher ça. Véhicule que tu as ici, c'est un V6, 3,5 litres, 277 chevaux. Je ne sais pas si tu le sens en dessous de la palette. Oui, évidemment, le véhicule est assez lourd, mais on est quand même raisonnable au niveau de la consommation. Moi, j'ai fait 11,8 avec le véhicule jusqu'à maintenant. Pour un véhicule de cette taille et de ce poids, c'est quand même raisonnable. Oui, avec une bonne boîte 8 vitesses d'attacher à ça. Ça rend le véhicule intéressant. Et pour ceux qui veulent aller vers l'électricité, si on veut, le hybride 2,5 litres turbo, il y a 2 moteurs électriques qui font 329 chevaux. C'est fort probablement drôlement intéressant, ça, mais à ce moment-là, on n'a plus de Pro d'attacher après ça. Là. Non, on est dans le Luxury. C'est la seule version qui est disponible avec l'hybride. Luxury puis calligraphie Luxury. Fait que alors, c'est ça. Moi, j'ai trouvé ça beau, entre guillemets, là, mais je pense bien que selon les couleurs qui l'habillent, une question de goût. Ça, les couleurs, Marc, tu as des goûts particuliers, je les respecte. J'ai remarqué aussi que c'est un véhicule qui est au niveau remorqueur. Capacité de remorquer, c'est 5000 livres. Et que, à ma grande surprise, l'hybride était à 4000 livres dans ce véhicule-là. C'est presque les mêmes capacités de remorquage qu'on retrouve au niveau des Toyota Highlander. Si on prend selon ce qui est hybride ou pas, c'est un qui est 5000, l'autre qui est 3500. On est tout près. Les roues 18 pouces qu'on a sur le véhicule qu'on a ici, j'imagine qu'au niveau du confort, c'est quelque chose qui nous emmène à avoir plus de confort. Autrement, c'est des roues 20 pouces qu'on peut avoir dans les modèles plus luxueux. Bon, moi, je trouve qu'ils ont fait un véhicule qui est solide à la Hyundai, avec beaucoup d'éléments montés à bord. Faut pas cogner avec un véhicule comme ça. Tu sais, quand j'entends Marc décrire le véhicule, comment est-ce qu'il est, avec toutes les petites palettes et toutes ces petites choses-là qu'il y a pour augmenter le CX de pénétration dans l'air, etc. Faut pas cogner parce que ça va être de quoi à réparer en tabarouette. C'est à peu près la norme avec toute l'industrie. Ouais, moindre petit impact, puis les véhicules sont déclarés perte totale. Bien, tu sais, c'est ça. Ils sont déclarés perte totale parce que tu as sauté une coupe de coussins gonflables, parce que l'avant est tout... Et de toute façon, les gens qui viennent pour
évaluer ce véhicule-là. Il arrive avec le tablette, puis il dit un XRT Pro, clique, puis putain, bon, ça, il y a tant de notes, il y a tant de washers, il y a tant de ci, il y a tant de... Ils en mettent tout en neuf. Mais il y a des gens qui vont l'aimer plus que moi. Bien, il y a des gens qui l'aiment parce que ça se vend, le Palisade. Depuis qu'il est arrivé, ça se vend très bien. Hyundai a fait un beau travail avec ce véhicule-là, d'arriver avec un sport utilitaire de pleine dimension, de pleine grandeur, avec un style accrocheur. T'aimes ou t'aimes pas dans plusieurs cas. Là, je pense qu'il y a plus de gens qui vont aimer ce style-là que l'autre génération d'avant. Changement de moteur est un très bon point encore. Et la version un peu hors route, habillée comme on a là, je pense que du côté de chez Kia, qu'on les appelle les X-Pro et les XTR Pro du côté de chez Hyundai, on va devoir les mettre davantage de l'avant parce que ça donne des véhicules un beau format, puis c'est pas une transformation en route à tout casser. Là. Non. C'est un habillage esthétique, plus de protection pour le véhicule, des pneus, si jamais, pour vous rendre, peu importe, au chalet ou à un autre endroit, vous avez besoin de faire du gravier, vous allez avoir des pneus mieux adaptés, puis un style aussi qui est plus accrocheur. Puis c'est vendeur présentement. Tu parlais des Pro, Toyota, TRD Pro et toutes les autres. C'est ça qui Maintenant, ça se vend bien. Alors d'avoir un style accrocheur comme ça, je pense que ça va bien se vendre. Bon, c'est sûr qu'on choisit nos couleurs, on choisit nos équipements. Puis au niveau du prix, ils l'ont bien situé également. Donc, c'est pas, ça va pas aussi cher qu'un Yukon ou qu'une Expédition. Donc, ça reste dans les compétiteurs chez GM d'un Acadia, un Traverse, ces eaux-là, mais moins cher. Oui. Si tu prends un MDX, c'est moins cher. Un X5, c'est moins cher. Et l'avantage, c'est que tu n'as pas un catalogue d'options CDP qui vient avec. Exact. Quand tu achètes un véhicule, généralement, que ce soit la version, tu sais exactement ce qu'il y a dedans et c'est assez complet comme équipement. On a parlé de technologie, là. Écoutez, on pourrait parler de sécurité, un paquet d'affaires. Tu sais, chez Hyundai, moi, des affaires que j'adore, c'est quand tu mets un clignotant, tu as la caméra qui te montre. Il n'y a rien de mieux comme angle mort, mais bon, ça vient de série. Il y a plein d'éléments comme ça qui sont vraiment intéressants. Et c'est un niveau de fiabilité important aussi qui est intéressant depuis que ces véhicules-là sont sur le marché avec une bonne garantie. Ouais. Alors, si vous avez besoin d'espace, vous prenez ce véhicule-là. Vous avez besoin d'un petit peu moins d'espace, je vous conseille le Santa Fe, qui est probablement le véhicule parfait dans cette catégorie-là, et XRT également. Exactement. Non, moi, écoutez, on parle de 60 quelques mille. Hein. On n'a pas parlé du prix. Là. Dans la version XRT, on parle de 60 quelques mille. C'est quand même pas excessif par rapport à la compétition. Et ça va bien. Et juste en terminant, rouage intégral, on ne l'a pas dit, évidemment, et différents modes de conduite aussi qui sont assez efficaces. Merci, messieurs. On se reparle tantôt. Plaisir. Alors, Richard Pelchat était dans nos studios la semaine passée. On en a profité pour faire une autre chronique avec lui. On écoute ça immédiatement au retour de la pause. Restez là. CarExpert, l'expert carrossier, vous a présenté cet essai routier. CarExpert à la fine pointe de la carrosserie. Ce volet esthétique vous est présenté par Silverwax. Silverwax, des produits de haute qualité, conçus, fabriqués et testés au Québec. Nous sommes de retour et je suis maintenant en compagnie de Richard Pelchat de Silverwax. Salut Richard. Salut Daniel. Ça va bien? Oui, très bien, merci. Alors Richard, aujourd'hui, on va préparer la voiture pour l'hiver qui s'en vient. On espère que ça va arriver un petit peu plus tard, mais il faut quand même y penser de la préparer, cette voiture. Et là, tu nous amènes les produits pour qu'on puisse faire ça dans l'ordre. Oui, dans l'ordre, puis quelque chose de facile, simple. Tu sais, ça nous tente moins un petit peu ou il fait un petit peu plus froid. Il faut être capable de faire les préparations. Fait que... Puis si on le fait pas, bien, on sait qu'est-ce qui va arriver à la fin de l'hiver. On va avoir beaucoup de travail à faire. Fait qu'avec les choses amenées aujourd'hui, ça va protéger un petit peu tout. Des étapes simples, mais qui font toute la différence pour garder sa voiture belle à long terme. Exactement. Voilà. On commence le premier, effet Lotus. Effet Lotus, c'est une protection pour la carrosserie. Fait que c'est quelque chose qui est extrêmement simple à poser. Ça va donner, premièrement, 9 mois de protection. Wow. Il y a un céramique coating dedans en plus, fait qu'on va avoir de la durabilité, il va résister à la glace, il va résister à beaucoup de choses. Et c'est extrêmement facile. Tout ce qu'on a à faire, on le vaporise, on l'étend, puis on l'essuie avec un deuxième microfibre, tout simplement. Tout simplement. C'est simple. Et là, il vient de passer à un autre niveau. Oui.
Parce que là aussi, vous avez mis la Diamond série, la série Diamant dans l'effet Lotus. Oui, effet Lotus, c'est un produit justement, ça fait longtemps qu'on voulait mettre ça dedans. Et puis, la série Diamant, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va avoir beaucoup plus de brillance. Ceux qui avaient l'ancien effet Lotus, puis quand leur bouteille va être vide, puis qu'ils vont passer aux nouvelles, ils vont voir vraiment une différence majeure. Plus de brillance, plus de durabilité. Puis, ça paraît drôle à dire, mais plus de douceur. Tu vas toucher à la voiture, là, c'est doux, doux, doux. Ça veut dire que la neige, la glace va partir beaucoup plus facilement. Ça va glisser sur la voiture. Exactement. On va avoir moins collé. Fait que c'est la partie importante. Et ce produit-là, on peut le mettre partout sur la carrosserie. On peut le mettre sur le pare-pierre. Si des fois, on a des moulures non peints aussi, puis on n'a pas de protecteur pour les moulures non peints, on peut mettre ça. Fait que c'est vraiment toute la carrosserie extérieure qui est traitée avec ça. Avec ça. Excellent produit. Autre produit? Oui, j'ai amené un traitement perlant. Les gens n'y pensent pas. Mais l'hiver, qu'est-ce qui se passe? La glace colle à un moment donné, beaucoup plus dur à enlever. Si on met un traitement perlant, on a encore le temps. Là. Il reste encore plusieurs belles semaines où est-ce qu'on peut poser ça. Et c'est tellement simple à poser un traitement perlant dans le devant des vitres. Premièrement, l'eau perle, quand on va en haut de 90-100 km/h, on n'a pas besoin des essuie-glaces, on fait une grande route. Mais c'est le fait que ça ne colle pas. C'est beaucoup plus facile d'enlever la glace. La neige ne colle pas non plus. Traitement perlant, moi, je le recommande à tout le monde. J'en mets sur les phares, moi. Est-ce que je fais ça? C'est correct? Bien, non, On c'est dirait pas que vraiment... ça colle moins. Oui, ça va coller moins, mais c'est du plastique. Je recommande plus juste les vitres. Juste les vitres, OK. Oui, Je carrément. vais arrêter de le faire. Non, regarde, c'était pas mauvais. Tu faisais pas grand-chose, mais l'efficacité, c'est un produit qui va réagir avec la vitre. Beaucoup mieux avec la vitre. Oui, OK. c'est un produit qui va vraiment aller coller. Bon. L'autre produit qu'on parle, on parle des plastiques, bien entendu, à l'intérieur, tableau de bord. Hein. Il va se faire brûler au soleil pendant tout l'hiver. On ne pourra pas le protéger pratiquement. Fait que je recommande de le faire, tout ce qui est plastique. Simple et facile. Là. Tu le vaporises, tu l'éteins. Même moi, je le mets sur un applicateur, un genre de petit foam, là, puis je l'éteins tranquillement. Je le mets comme je veux. Ça va donner un aspect neuf. Ça ne donnera pas un aspect brillant. Notre produit donne un aspect neuf. C'est vraiment intéressant pour ça. OK. Il faut protéger aussi les bancs? Oui, les bancs, c'était la prochaine étape. Justement, les cuirs, on y pense pas, mais les cuirs, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on rentre dans l'auto l'hiver? On a de la neige chez nous autres, on a de la glace, on s'assuit sur le banc, on part les bancs chauffants pour ceux qui en ont. Puis là, écoute, c'est de la glace, c'est de l'eau. Là, le cuir, il se fait maganer. J'ai amené le traitement pour les cuirs. Et le traitement pour les cuirs qu'on a, ce qu'il ne faut pas oublier, il est fait pour les nouvelles protections pour les vinyles et les cuirs en même temps. Okay. Parce qu'aujourd'hui, les cuirs sont plus... on ne met plus de corps gras là-dessus comme on mettait avant pour l'entretenir, le nourrir, qu'on disait. C'est un polyuréthane maintenant qu'il y a sur les nouveaux bancs. Peu importe que ce soit un vinyle ou un cuir. Fait que c'est à base de polyuréthane, ça protège à ce moment-là. Ça protège parce que ça sort comme ça de l'usine. Ça sort comme ça de l'usine, puis on fait juste protéger ce qui sort de l'usine. Exactement. Avec à peu près le même produit. Oui. J'ai amené un petit produit simple qui n'est pas de l'entretien, mais on l'oublie souvent. Nettoyer vite à l'intérieur. On est là, puis à un moment donné, on le sait, avec le chauffage, l'hiver, à un moment donné, il se forme comme un petit film gras à l'intérieur. Écoute, avant l'hiver, c'était tout le temps de donner un petit coup à l'intérieur de nos vitres, là-dessus. Oh, puis il reste des petites gouttelettes d'eau qu'on voit que d'humidité de l'hiver passé, qu'il faut faire enlever peut-être avant l'hiver qui s'en vient également. Oui, puis ceux qui sont pas bons pour nettoyer les vitres, là. Oui, comme moi. Un micro-vitre, ça existe. Un linge qui est fait spécialement pour nettoyer des vitres. Essayez ça. La combinaison des deux, c'est quasiment impossible de le manquer. C'est pas... De laisser des traces, là? Oui, ça laisse aucune trace. Aucune Et trace. à essayer dans la maison aussi, parce que nos miroirs dans la maison, ça fait bien ça. Oui, tout ce qui est vite. Hein? J'ai même quelqu'un qui essuie ses coupes de vent au bureau avec ça parce que lui, il veut que ça soit parfait. Bon, c'est exactement ça. Autre chose dont on tombe dans évidemment, il faut laver le véhicule. Oui, j'ai amené quelque chose par ceux qui vont au lave-auto. Souvent, ils ne sont pas contents du savon qu'il y a là, ou des fois, c'est juste les machines sont mal ajustées, puis ils ont des bons savons, mais des fois, ça ne fonctionne pas. Ce que plusieurs de mes clients font, c'est qu'ils s'achètent un vaporisateur de ce type-là. Je n'ai amené un, mais il y en a plusieurs sortes, là. Puis on prend un savon de prélavage, on le met 1 dans 10 dedans. Tu fais juste mousser ta voiture, puis après ça, tu le laves normalement, puis là, ça tombe complètement. C'est un petit truc que je donne parce que tu sors, tu viens de passer 2-3 lavages, 2-3 rinçages, puis il n'est pas à ton goût. Ça, le savon de prélavage, ça travaille, ça va tout décoller, tout ce qui est sel, tout ce qui est saleté. OK. Puis on peut mettre du savon régulier Absolument. Dans ça, à la même proportion. Même affaire, exactement. Puis on le laisse travailler un peu le savon, puis on arrose, ou on frotte après avec une... Oui.
C'est un petit truc que j'ai donné, là, parce que comme j'entends tellement parler, je suis sorti de mon lave-auto à pression, puis il n'était pas à mon goût, mais là, avec ça, il va sortir parfait. Justement, Richard, une fois qu'on a préparé notre voiture pour l'hiver, on a mis nos protections et tout. L'hiver s'en vient. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire, justement, pendant l'hiver? Bien, pendant l'hiver, en soi, ce qui était le plus important, on le sait, la voiture, elle vient blanche. Avec le sel, il colle. Il faut absolument rincer le véhicule. Parce que le sel, ce qu'il faut savoir, c'est que oui, il vient qu'il sèche, mais la minute qu'il est mouillé, il redevient actif. Fait qu'il va endommager tous les scellants, les cires qu'on a sur le véhicule. Il va endommager des plastiques. Il travaille tout le temps. Il faut absolument aller rincer notre véhicule ou au moins le laver durant l'hiver quand on est capable, le plus souvent possible. Ça, c'est essentiel parce qu'on est porté à penser qu'il va arrêter de travailler le sel parce que ça fait 2 ou 3 semaines qu'on n'a pas lavé notre véhicule. Et non, c'est pas ça. La minute qu'il va avoir de l'humidité ou qu'il va avoir de la neige mouillante, le sel va recommencer à être actif puis il va continuer à travailler. Fait que c'est évident que si on a mis de l'effet Lotus avant, on a une meilleure protection, il va durer plus longtemps. Par contre, le sel, il est là puis il travaille, il n'arrête pas. Fait que c'est vraiment important. Il faut rincer notre véhicule durant l'hiver. Donc, on passe au lave-auto quand il y a un redout, pas à moins 30, là, idéalement? Non. Quand il y a un redout, que la température le permet puis que c'est un beau soleil, on passe au lave-auto. Il y a des gens qui ont accès à des hausses dans des stationnements à étages. On l'arrose et on enlève ça. Oui, puis j'ai amené c'est vrai, j'ai oublié de parler de ça. J'ai amené un linge. Quand vous sortez du lave-auto, vous voulez l'essuyer rapidement. Ça, là, juste avec ça, je fais toute la voiture au complet et sec. OK. Je prends ça, je fais ça vite parce que là, à un moment donné, souvent, il y a quelqu'un d'autre dans l'autre qui attend pour la porte. Là. Je donne juste un petit coup vite. C'est une microfibre spécialement faite qui absorbe. Ça remplace les chamois. Ça remplace les chamois, là, les fameux chamois qui devenaient raides. Là. Ah, ça n'a pas de bon sens. Puis ça, c'est extraordinaire. Ça glisse pas. Ça glisse sur le véhicule, mais ça égratigne pas du tout. 0. Ça ramasse toute l'eau. Oui. Le travail est fait, vite fait, bien fait. Exact. Merci beaucoup, Richard. Ça fait plaisir. Alors voilà, on s'arrête à virage et on vous revient rester avec nous. Nous sommes de retour et Marc Bouchard est allé faire l'essai de la Corvette E-Ray. Marc, t'as-tu aimé ça? Oui, il y a des choses pires que ça dans la vie. J'avoue que, écoute, moi, je suis un peu partagé avec la Corvette depuis qu'elle a un moteur central. Je trouve qu'elle est un peu moins... Elle m'attire un peu moins. T'sais. Mais par contre, pour avoir pris le volant de la Corvette E-Ray, d'abord, c'est une voiture extrêmement puissante. Une voiture qui était physiquement incroyable. Le bleu était frappant. La tenue de route est impeccable. Et parce que c'est une version hybride, elle était encore plus puissante et donc des accélérations encore plus vives. Donc, c'est une vraie Corvette. Pour ceux qui hésitaient, là, c'est une vraie Corvette avec tout ce que ça veut dire. Mais je peux vous dire que ça déménage. Mais est-ce qu'on a besoin d'hybridation et d'électrification dans les voitures super sport? Bien, on s'en va. Mais même Porsche arrive avec ça pour 2026. On a-tu besoin de ça? Bon, en réalité, on n'a pas besoin de ça. C'est comme j'ai déjà dit, moi, la montagne est là, tu n'es pas obligé de la monter. Tu peux tourner autour. Puis une voiture puissante, avec énormément de chevaux vapeur, ben, tu peux conduire, te promener avec, mais tu n'es pas obligé de tout utiliser les HP qu'il y a là-dedans. Mais je peux te dire que, personnellement, si tu veux donner un coup, tu l'as. Mais les puristes disent, laisse-moi mon moteur atmosphérique... à pleine puissance, puis je vais m'amuser avec ça. Puis si je veux dans l'électrification, je prendrai une sous-version. Surtout que Chevrolet, c'est un petit peu tiré dans le pied avec la E-Ray, parce qu'ils ont dit que c'est la Corvette la plus puissante, mais ils ont sorti la ZR1 dans la semaine d'après ou à peu près. On va aller voir immédiatement qu'est-ce que tu en penses, Marc. Et on vous revient après. Au moment où vous regardez ces images, vous vous dites probablement que l'été tire à sa fin ou que l'automne commence. Pourtant, pour moi, c'est le début de l'été et je vous l'avoue, le début d'une semaine particulièrement intéressante parce que j'ai l'occasion de conduire la Corvette E-Ray. Et oui, c'est pas tout à fait la Stingray, même si elle en partage le style et l'esthétique. On a quand même modifié des éléments pour faire de cette version, la version hybride, une des plus puissantes à ce jour, bien qu'au cours des prochains mois, on verra la ZR1X qui, elle, aura 1250 chevaux, bien entendu, et la ZR1 qui, elle-même, sera aussi plus puissante. Mais pour l'instant, elle est là, elle est impressionnante, elle est hybride, mais attention, on n'a pas voulu jouer la carte de la baisse de consommation. L'hybridation, elle est là surtout pour donner encore plus de puissance. Je m'explique.
Sous le capot de cette voiture, en fait, sous le capot arrière, devrait-on dire, puisqu'il s'agit d'une Corvette à moteur central, tout comme la Stingray l'est maintenant, la fameuse C8 de 8e génération. Bref, sous le capot arrière, moteur 6,2 litres, 8 cylindres que l'on connaît bien du côté chez Corvette, puisque c'est le même moteur que l'on conserve par rapport à la version traditionnelle. En revanche, à l'avant, on a installé un moteur électrique qui développe 160 chevaux. Au total, ce sont donc 655 chevaux qui sont offerts par ce bolide. La particularité, c'est que pour une fois, ça veut dire qu'on a une Corvette qui est 4 roues motrices, puisque le moteur électrique propulse les roues avant. Ça donne donc une conduite qui est assez différente, qui est vraiment plus lourde cependant dans certaines conditions, mais honnêtement, il faut être assez pointu pour s'en rendre compte, puisqu'il y a quand même 180 kg de différence en termes de poids. Détail technique intéressant, il n'y a pas de liaison mécanique entre le moteur à essence et le moteur électrique. Ce sont donc deux motorisations indépendantes qui fonctionnent bien sûr coordonnées par l'ordinateur de bord, mais pas en conjonction mécanique. Ça donne donc une certaine indépendance. On a fait des choix particuliers. Je vous l'ai dit, on a mis des ailes un peu plus bombées. C'est le cas notamment de ce qui a inspiré la Z06. On a voulu quand même garder un petit côté sportif. On a des roues de grande dimension avec des jantes qui sont exclusives à la E-Ray. Choix étonnant cependant, on est sur des Michelin Pro Pilote 4 saisons. Donc des pneus que l'on dit prêts à affronter toutes les saisons, y compris l'hiver. Je vous avoue que je n'irai pas nécessairement dans ce monde-là en hiver avec ce véhicule-là. Dans l'ensemble, on a donc une voiture qui a du style, qui a de la gueule, qui est vraiment, vraiment intéressante. Elle est disponible en 2 déclinaisons. La déclinaison décapotable avec un toit motorisé. Celle que moi, j'ai le plaisir d'essayer, c'est la version Targa avec un toit en verre amovible. Je ne le ferai pas parce que c'est un peu compliqué, c'est un peu lourd et surtout parce que c'est transparent, ça salit beaucoup le toit et ça prend tout l'espace dans le coffre arrière. Mais quand même, on peut rouler cheveuse au vent. Et honnêtement, tenez bien votre perruque parce que la Corvette, elle a du chien. On dit qu'elle fait le 0-60 000 à l'heure en 2,5 secondes, donc un 0-100 en 2,8 environ, ce qui est plus rapide que la Z06 actuelle. Alors maintenant qu'on en a beaucoup parlé, c'est peut-être le temps d'aller la conduire. Évidemment, conduire une Corvette, c'est toujours assez sportif. C'est quand même assez frappant de constater cependant que celle-ci, elle est relativement confortable. Bien sûr, les suspensions sont adaptatives. On peut même les soulever à l'avant. C'est une option, mais ça nous permet d'affronter des côtes un peu plus aiguës parce que notre véhicule d'essai est aussi muni de l'ensemble fibre de carbone qui amène toutes sortes d'éléments aérodynamiques, incluant un nez assez proéminent et assez bas, auquel il faut faire attention. D'ailleurs, la E-Ray est beaucoup plus basse que la Stingray traditionnelle, ce qui donne bien sûr une tenue de route impeccable, mais qui demande un peu de prudence. Quant à l'usage quotidien, les sièges sont confortables, la position de conduite est facile à trouver. Petit bémol cependant, il y a des soucis d'ergonomie. La grande muraille de la climatisation qui est ici rend un peu les choses difficiles parce que, d'une part, ça isole le passager et le pilote, et d'autre part, ça demande un petit peu de contorsion pour être capable d'avoir accès à toutes les commandes de façon assez simple. Une fois que c'est fait, cependant, ça répond assez bien, mais n'empêche, c'est pas toujours l'idéal. Autre élément que j'aime plus ou moins, c'est évidemment le Google Built-in, le fameux système d'infodivertissement qui est animé par Google. La bonne nouvelle, c'est qu'on est quand même capable d'être compatible Apple CarPlay, Android Auto, ce qui nous permet donc une connectivité sans souci. Ça, c'est la bonne nouvelle. Parmi les autres éléments notables, bien sûr, vous aurez sans doute remarqué la forme du volant, qui n'est pas tout à fait ronde ni tout à fait carrée. C'est parfait, ça donne une prise en main exceptionnelle, ça donne une belle visibilité, c'est plus facile de contrôler la voiture avec, bien sûr, la ligne repère au milieu ici pour nous dire, quand on conduit de façon plus performante, que l'on est en ligne droite. L'affichage est absolument simple, facile à comprendre, on peut le manier, on peut le changer, on peut obtenir un affichage plus sport. Selon les modes de conduite que l'on sélectionne, par exemple, on aura une vision différente devant nous. On a aussi un affichage tête-haute qui nous permet justement d'être toujours les yeux rivés sur la route parce que, écoutez,
il faut se le dire, si on conduit de façon efficace, ce véhicule-là demande vraiment un peu d'attention. Pour le reste, on a quand même des éléments intéressants. 2 coffres, un à l'avant, un à l'arrière. On dit que dans le coffre arrière, on est capable de mettre 2 sacs de golf. Je pense pas que mes talents de joueur de Tetris soient suffisants pour y parvenir, mais on a quand même réussi à insérer le trépied et un sac d'équipement de notre caméraman, ce qui prouve quand même qu'il y a de l'espace. Même chose à l'avant, où on est capable de mettre une valise, probablement une valise de cabine. Donc, ça nous permet de transporter quelque chose et ça nous permet d'avoir un dégagement à l'intérieur parce que pour le reste, il faut bien le dire, on est bien, on est solide, on est assis assez bas, évidemment, mais c'est pas dans la voiture qu'on a le plus d'espace pour se mouvoir. Ceci étant dit, on est en conduite aussi. La conduite, elle est impeccable, elle est directe. Les freins Brembo sont impeccablement féroces, c'est-à-dire que vous êtes capable de freiner la bête, peu importe les conditions. Et honnêtement, c'est fabuleux de ce point de vue-là. Fabuleux aussi au niveau des accélérations. Hein, on dit, je vous l'ai dit, 0,60 en 2,5 secondes. C'est très rapide, mais honnêtement, on ne le sent pas, sauf peut-être dans certaines conditions où on a l'impression que le moteur électrique à l'avant donne un peu trop de couple. Et là, bien, il faut tenir le volant de façon assez serrée au risque de tout perdre. Dans l'ensemble, c'est très bien. On est aussi dans un habitacle qui est bien insonorisé et qui a un toit transparent, bleuté en l'occurrence, mais vous aurez compris que le bleu est à l'honneur dans notre voiture d'essai. Et donc, ça donne un éclairage intéressant dans la cabine. On est confortable, on est capable de faire de longues randonnées avec un bon système de son Bose qui est aussi très efficace. C'est donc une voiture qui est capable d'être une routière, mais qui, admettons-le, est surtout faite pour la performance. Voici de retour, c'est le temps des nouvelles de l'industrie avec Marc. Alors, on commence avec quelle nouvelle? On commence avec RAM, qui nous a tenus occupés au cours des derniers jours parce qu'ils ont annoncé plusieurs trucs. Le premier, et on en a parlé ensemble, c'est la garantie 10 ans qui arrive du côté de RAM. 10 ans, 160 000 km pour les véhicules achetés ou loués. Donc, on copie Mitsubishi. Mais il y a des petites conditions qu'il faut respecter. OK. D'abord, la garantie n'est pas transférable. Tu vends ton véhicule, la garantie n'est plus bonne. Ça, c'est pas une très bonne idée. Ensuite de ça, elle ne s'applique qu'aux flottes de moins de 3 véhicules. Alors, si tu achètes 10 RAM, tu n'as pas la garantie. Ça doit être assez rare. Mais ça peut arriver. Mais en fait, c'est parce que les gens de chantier, des trucs comme ça... on veut se protéger contre ça. Évidemment. Par contre, le reste, bon, c'est quand même une garantie qui est assez complète, là. Moteur, transmission, arbre de transmission, SIE, différentiel, bref, tout ce qui est groupe motopropulseur est couvert par la garantie. Ça met de la pression sur Ford et GM, puis c'est ça qu'on voulait du côté de RAM. On n'est pas content là, des ventes dernièrement. Mais avec le retour du EMI, avec cette garantie-là, je pense qu'on va repartir. Effectivement, c'est l'objectif. Et en même temps, bien, on a annoncé dans la deuxième série des nouvelles qu'on abandonnait le véhicule électrique. Il n'y aura pas de RAM 100% électrique. Le BEV n'existera pas. Le RAM Charger dont on nous avait parlé, qui est un véhicule, en fait, hybride branchable, si tu veux. Lui, il est prêt, là. Il est prêt. D'ailleurs, il va sortir là, et il s'appelle maintenant le RAM REV. REV. On a enlevé le RAM Charger, que personnellement, je trouvais beaucoup plus intéressant, parce que c'est un Range Extender. Ouais. Donc, c'est Range Extender Electric Vehicle, donc le REV. On dit que c'est un peu comme ce qui se faisait là, auparavant, la Chevrolet Volt notamment, qui en est l'exemple le plus connu. On branche, on a une autonomie électrique et le moteur à essence est là uniquement pour agir comme génératrice et pour recharger. C'est une solution très intelligente, à mon avis. C'est un Volt en camion. Exact. J'ai hâte de voir les vrais chiffres. Par contre, là, j'ai hâte de voir tous les vrais chiffres et le prix. Oui. Mais on va mettre la pression sur le reste de l'industrie. J'espère qu'on abandonne le RAM électrique pour arriver avec un plus petit véhicule qui pourra être électrique et aussi à essence. Voilà ma troisième nouvelle. Ben voyons. C'est que RAM a effectivement confirmé qu'en 2027, on arriverait avec un pick-up de taille moyenne inspiré du Dakota. J'ai d'ailleurs mis une vieille photo du Dakota juste pour nous rappeler la bonne mémoire. Par contre, c'est une plateforme traditionnelle body on frame. Donc, pas un monocoque, mais bien un vrai châssis échelle. Solide. On parle de 60 000 Canadiens à peu près, ce qui serait admissible. On verra si effectivement on va y mettre l'hybridation, ce qui serait à mon sens une excellente nouvelle.
Attendons de voir les détails. Ouais. On parle souvent de technologie de recharge. On parle de moteur, de batterie, de tout ce que tu voudras. Un détail dont on n'avait jamais parlé, c'est des liquides. Et c'est Shell qui est arrivé avec un principe qui s'appelle le EV Plus Thermal Fluid. En fait, c'est un liquide qui est là pour aider à gérer la température de la batterie. Donc, ça permet d'avoir une meilleure protection. Et selon eux, ça leur permet, une batterie de taille moyenne, donc 30 quelques kilowatts, de recharger de 10 à 80 en 10 minutes. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que là, tu n'as pas changé ta batterie. On parle de la batterie traditionnelle qui utilise donc, évidemment, c'est une technologie qui est encore en développement. 30 kilowatts, là, c'est pas gros, là. C'est 150 km. Ça pourrait être un RAM charger, par exemple. Oui, absolument. Tu vois? Donc, il y aura des éléments, évidemment, ça va être à suivre, c'est là qu'on en est rendu. Et toujours dans les technologies de recharge, on a parlé beaucoup des branchables, de tout ce que tu voudras. Et là, Porsche nous arrive avec la recharge par induction. Donc, c'est une plaque qu'on va mettre à terre, que l'on met et qui fait une recharge complète en quelques 8 heures pour 50 kW. Évidemment, là, la question, c'est... C'est la même technologie que nos cellulaires qu'on recharge. Oui, mais là, la question, c'est on fait quoi dans une cour enneigée? Donc, parce qu'on dit que ça va marcher à l'extérieur aussi. Donc, évidemment, on verra. Parlant de Porsche et de Volkswagen, hein, je sais à quel point tu aimes ces compagnies-là. Tu seras heureux d'apprendre que Volkswagen joue encore avec les noms. Ils vont arriver avec des versions électriques de tous leurs modèles. Et le prochain, c'est le ID Touareg. Mais rassure-toi, il ne viendra pas ici, fait que tu n'auras pas l'occasion de pogner les nerfs après. Qui veut du nom Touareg? Personne. Hey, profitez-en pour lâcher ce nom-là, passez à autre chose. Pas besoin de ramener des affaires de même. Alors, c'est symbole de consommation et pas trop de fiabilité. Donc, ramener le nom Touareg n'a pas de sens, à mon avis. Voilà. Mais ils vont ramener tous les modes. Ils sont supposés ramener tous les noms moteurs récents. Polo, Tiguan, électrique, on va réutiliser les noms, mais si on reste près du véhicule dont on réutilise le nom, c'est parfait. Exact. Mais là... Les Touareg, mon Dieu, ils vont me faire mourir. Merci, Marc. Ça fait plaisir. Alors, voilà, retour de la pause, on répond à vos questions. Restez là. Ce segment est une présentation du réseau des garages recommandés CAA Québec et de B-Lepage Autoservice. Visitez caaquebec.com pour trouver votre garage. Voici les façons de nous rejoindre. 670-9078, poste 230 ou encore virage@telmac.tv ou via notre Facebook. C'est les façons de faire. Laissez-nous vos commentaires et questions. C'est le fun de vous lire. Et messieurs, il y en a quand même pas mal. On va y aller tout de suite. Mon choix, Subaru Impreza RS. On demande à peu près 35 000 neuve. Puis-je faire un bon bout, 6-7 ans, sans problème? Absolument. Subaru, le problème de Subaru, en fait, c'est que le coût d'entretien est légèrement plus élevé que chez les autres. Gracieuseté du moteur Boxer à plat, là, qui nécessite vraiment là, un entretien plus minutieux, mais vous avez un véhicule qui est hyper durable, il n'y aura aucun problème. Écoutez, je sais que vous allez me dire, tout le monde le dit, mais je le répète souvent, Subaru est le premier à nous dire 96 des véhicules produits au cours des 10 dernières années sont toujours sur la route dans le cas de Subaru. Je pense que c'est assez significatif. Oh, l'Impreza, c'est un bon... La version RS, je l'ai vraiment aimée. Oui, moi aussi. C'est doux. On a changé pas mal d'éléments dans la transmission. Le moteur a été raffiné. Fait que moi, entretien normal que Subaru demande. Oui. Même si on paye un petit peu plus cher, ça va à peine. 6-7 ans, vous ne devriez pas avoir de problème, au moins une belle là. L'anti-rouille, moi, je voyais pour l'anti-rouille, mais c'est un véhicule au niveau du prix. Si on regarde qu'est-ce qu'il y a dans la compétition de ça, là. Anti-rouille, tu as raison, Jacques. On protège la carrosserie. Puis le prix qu'on va avoir dans 6-7 ans, vous allez faire un saut. Justement. Ça va être... va garder une grosse valeur de revente. Anne, elle regarde pour un Chevrolet Trax ou un Kicks version 9. Mais le Kicks, ça dit le petit, donc ça doit être le Plick, j'imagine. Ouais. Le Trax est un peu plus cher que le Nissan, mais c'est en location et elle veut un bon roulement l'hiver. Bien, écoutez, c'est 2 tractions. Hein? C'est 2 tractions, exactement. Il n'y a pas, avec le Kick Split, vous n'avez pas de la traction intégrale.
Le Trax, je pense que l'empattement est plus long, c'est plus large. Moi, je vous l'ai dit à C'est plusieurs plus- reprises, c'est le plus Chevrolet Trax, ça a été mon coup de cœur quand je l'ai essayé. J'ai trouvé que ça m'avait beaucoup impressionné. Le Kicksplit, c'est un vieux modèle. C'est pas un vilain véhicule. C'est un bon petit véhicule. C'est qui est un le fun. très bon Très petit bon. véhicule, mais ça n'a pas la même... Pour moi, j'irais sur le Trax. Mais écoutez, Ouais. je suis pas objectif. là, Moi, je l'aime. moi, parce que je connais des gens dans ma famille qui ont acheté le Nissan et qui l'aiment et qui ont renouvelé aussi, encore pour la même affaire, alors que je pensais qu'ils allaient vers le nouveau. Non, eux autres, ils ont trouvé que l'économie, tout était là et ils ont eu du plaisir avec. Peut-être que si c'était pas pour moi, peut-être que j'irais vers le Trax, mais le Nissan, ils ont vraiment une bonne mécanique dans ce véhicule-là. Mais allez l'essayer, par contre, parce que le ça. Nissan Kicksplit, moi, je trouve qu'il est un peu bruyant. Tu sais, il y a des éléments au niveau du confort que le Trax est meilleur. À mon avis, allez l'essayer comme il faut. Un bon essai routier. Ouais. T'as raison, Marc. Mais ce qui me bug un peu, c'est que les gens vont essayer ça puis ils ne voient pas les différents. Effectivement. Mais là, on ne peut pas toutes les accompagner. Ben non, genre. ben non. Savez-vous si Ford va arriver, c'est Pierre qui demande, savez-vous si Ford va arriver avec un nouveau camion F-150 électrique? J'attends ce nouveau modèle. J'en entends pas. On sait que Ford travaille sur une nouvelle plateforme 100 dédiée aux véhicules électriques parce que là, on s'est dépêché de sortir un F-150 avec des batteries dedans pour arriver avec les autres, là, puis être dans les premiers. Ils l'ont fait. Ils l'ont bien fait parce que ça fait quand même le travail, là, ce F-150-là qui est là. Mais évidemment, c'est de l'ancienne technologie. On a le Mach-E, mais c'est pas une plateforme dédiée non plus. Fait que là, on sait qu'on travaille sur une plateforme dédiée. Est-ce que c'est l'an prochain? Est-ce que c'est l'autre? Moi, j'ai pas l'impression que ça va être à court terme. Non, effectivement, ça devrait être à plus long terme. D'ailleurs, quand ils ont eu leur moment Model T cette année, c'est exactement ce qu'ils disaient. Donc, les premiers véhicules, ce ne sera pas effectivement du côté de la camionnette. Le camion, ça va être plus tard. Alors, ce ne sera pas pour tout de suite. Le Lightning, actuellement, tu l'as dit, fait le travail et est encore extrêmement populaire. Donc, je ne pense pas qu'on ait de raison de renouveler le véhicule. Non, j'ai hâte de voir justement qu'est-ce qu'on va faire parce qu'on parle... Le premier véhicule sur cette plateforme-là devrait être une petite camionnette. Oui. Qui serait techniquement le remplaçant du Ford Escape, Oui. mais électrifié, mais de grandeur ou de dimension d'un Maverick. Au lieu de l'appeler, je ne sais pas combien on va l'appeler, j'espère qu'on ne l'appellera pas Escape, là, puis que ça va être une camionnette Non, électrifiée. là. c'était pas... Ils ont comment tellement ça- de noms. C'est pas le Ranchero qui voulait ramener? Je souhaite que non plus. En tout cas, on en reparlera au niveau verra. des noms. J'espère qu'ils ne me feront pas faire un arrêt cardiaque. Commence à vieillir, moi. Il faudra qu'ils me protègent. Monsieur Lessard, il dit Mach-E, on reste chez Ford. Mach-E versus Tesla Y. Est-ce que c'est l'équivalent? Je voulais la Tesla modèle Y, mais là, avec les affaires de Tesla, je commence à changer d'idée. Puis est-ce que le Mach-E serait le véhicule à choisir si on passe outre le Y? Je pense que oui. Absolument. Le Mach-E est un véhicule vraiment, vraiment à point. Je pense que suite à tout ce qu'on a pu entendre de tous les propriétaires de Mach-E, ils ont vraiment du plaisir avec les véhicules. J'étais dans un restaurant à Donnacona il y a 2 semaines. Le propriétaire demeure ici à Québec, voyage régulièrement. Il dit, j'ai aucun problème avec mon véhicule. Un autre type de contre-cœur qui voyage aussi loin. Ils ont du plaisir avec le véhicule, puis ça ne retourne pas au garage. Et c'est un véhicule qui est vraiment pas énergivore au niveau de l'électricité. Quoique, s'il n'y avait pas eu la folie de M. Moss, fort probablement que le nouveau Y. Le Tesla Y est tout un véhicule. Ouais, Tesla Y est tout un véhicule. Le nouveau modèle, j'ai roulé dedans. La présentation intérieure, tout. J'ai rien à dire sur le véhicule en tant que tel. La compagnie et son propriétaire, ça, c'est autre chose. Audi Q3, confort, 45 000 je pense louer. Je veux du confort, de la tenue de route et une bonne traction en hiver. Bon, on commence à voir que l'hiver s'en vient, ça préoccupe les gens. Le Q3 est renouvelé cette année. Hein? Ouais. Il va arriver là, dans quelques semaines, quelques mois. Donc, on parle probablement du modèle actuel.
Donc, le modèle actuel est correct. Pas un modèle de fiabilité, je vous dirais. C'est le problème, malheureusement, chez Audi, où on a plusieurs cas où la fiabilité n'est pas nécessairement au niveau, mais c'est certain qu'au niveau du rouage intégral, ça, il n'y a aucun problème. C'est encore un des plus efficaces. Vous n'aurez jamais de problème. Au niveau du confort aussi, c'est un véhicule qui est super confortable. Mon bémol, c'est vraiment au niveau de la fiabilité. C'est là qu'il y a un peu plus de souci. Moi aussi. Carmen avait un Honda Accord 2012, 103 000 km propre et on demande proche du 10 000 $. Est-ce que c'est un bon achat? J'espère. Hey, 2012, c'était les années les plus fiables chez Honda. Aucun problème. 10 000 $, ça semble raisonnable si le véhicule est propre. Mécaniquement, oui. S'il y a quelque chose à vérifier, c'est que c'était des véhicules... Honda ont eu une série de véhicules, autant que ce soit au niveau du Civic ou CR-V, etc., qui étaient vraiment, vraiment sensibles à la rouille. Et ce sera ça qui, selon moi, est le point le plus faible du véhicule à surveiller. Et s'il semble en bonne condition, bien justement, aller y redonner un autre coup d'huile un petit peu partout pour le protéger. Pas trop pour pas que les caoutchoucs se mettent à pendre après, mais pour bien le protéger. Excellent point. Effectivement. Le Accord 2012, ça va. Le Civic 2012, on ne touche pas, par exemple. C'est l'année où même le président d'Honda s'est excusé puis qu'ils l'ont refait l'année d'après. Je vous signale. Rapidement, Claude, décider entre un EV6 ou un Ioniq 5 de Hyundai. Donc, c'est les deux véhicules pour 6-7 ans. Donc, faire rarement des voyages, 95 % de la ville. Comment on fait pour démêler un EV6 et un Ioniq 5? On va les essayer, on les regarde. Celui qu'on aime, on l'achète. Exactement. C'est la même mécanique, c'est le même moteur, c'est la même plateforme, la même architecture. Alors, la différence, c'est le look. On finira jamais par le dire assez, mais on a toujours les questions EV6, Ioniq 5. C'est ça, absolument. Moi, j'aime beaucoup le 5. Une question de goût, parce que c'est le même véhicule. Exact. Moi, j'aime bien le EV6, avec l'intérieur du EV6. Ce qu'ils ont fait, là, le nouveau modèle, on l'aurait travaillé un petit peu. J'adore le EV6. Les affaires carrées du Hyundai, je commence à me tanner un peu. On ne commentera pas sur tes goûts, si tu permets. Oui, parce qu'il faudrait commenter sur les tiens, hein? C'est ça. Merci, messieurs. Je suis content que vous avez été là encore une fois cette semaine. Merci. On se voit la semaine prochaine. Oui, bien sûr. Merci. En revoilà, j'espère que vous avez apprécié votre émission Virage d'aujourd'hui. On se revoit la semaine prochaine pour un autre virage. Bonne semaine.